Bienvenue sur Radio Maopodé, votre chaîne 100% gardien. Nous continuons notre club par club, notre série de l'été sur les gardiens de Ligue 1 en vue de préparer sereinement la saison 2020-21. Pour cet épisode, nous allons patauger du côté du Miroir d'eau et traverser la place des Quinconces pour rejoindre le Hayan et le Matmut Atlantique pour évoquer les gardiens des Girondins de Bordeaux. Pour m'accompagner, lui aussi, son club a connu un lifting assez contesté de son logo, c'est Thomas Bernard. Salut Nico, salut tout le monde, ouais, ne m'en parle pas. Et pour nous accompagner, pour parler des Girondins, on accueille un spécialiste du club avec Cyril de Girondins Analyse. Salut Cyril. Salut les gars. Salut Cyril. Bon Cyril, c'est quoi le concept de Girondins Analyse ? En fait, on est une émission de radio de supporters, faite pour les supporters. Donc, on est diffusé depuis plus de 11 ans sur la FM et sur notre site partenaire girondin33.com. Super. Et donc, émission entre potes pour parler de notre club. Et ouais, parce que il y a beaucoup de choses à dire en ce moment sur les Girondins. Mais avant de nous plonger dans la saison 2020-21, nous allons analyser ce qui s'est passé dans la saison précédente et nous le faisons comme un vrai gardien de but avec un petit coup d'œil au poteau. Et le poteau qui sauve Sylvain. Et le petit coup d'œil au poteau, ça permet de savoir où on est placé. Et pour les Bordelais, c'est à une décevante 12e place au bout des 28 journées de la saison 2019-2020. Malheureusement, les coupes n'ont pas consolé le club avec 2 éliminations en 16e de finale face à Brest et face à Pau. Après avoir passé quelques semaines proche du podium, Cyril, peut-on parler de déception pour cette 12e place ? C'est décevant, oui, parce qu'on aurait pu faire mieux et qu'on finit pas si loin que ça de Nice, mais en même temps, c'est quand même assez logique parce qu'on a été régulier une grande partie de la saison. Jusqu'à Marseille, l'équipe allait très bien, et puis à partir du moment où on a joué contre l'OM et André Villas-Boas, on a bien senti que la tactique de Paulo Sousa a été lue, a été bien décryptée. Et à partir de là, on a été souvent en difficulté. On a eu quand même beaucoup de difficultés à jouer contre des équipes qui étaient prétendument plus fortes que nous. Et donc à partir de là, on a quand même souffert. Donc 12e, c'est mal payé, mais c'est pas illogique. Ok, donc oui, en effet, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de défaites face au haut du classement. Si nous revenons sur la saison justement la saison des gardiens en Ligue 1, c'est Benoît Costil qui a joué tous les matchs de la saison bordelaise, 34 buts, 11e défense, 6 clean sheets, donc c'est que la moitié par rapport aux 12 des Lillois, 70% d'arrêts, c'est le 15e en Ligue 1, et une place de 10e place au classement l'équipe avec 5,57 sur 10 pour ses notes. Thomas, une question assez simple, comment juges-tu la saison de Benoît Costil ? On peut dire qu'il a été irrégulier comme ses partenaires, on va dire, même si je trouve qu'il a parfois surnagé et était l'un des meilleurs éléments bordelais quand son équipe vacillait. Quand je parlais d'irrégularité, il a été même parfois au sein d'un même match. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai aimé cette saison, c'est son leadership, son rôle de leader qu'il a endossé avec brio. Notamment, on a pu voir sur les réseaux sociaux une vidéo dans les vestiaires après le match Bordeaux-Lyon, où Bordeaux encaisse 2 buts en 3 minutes. Et en fait, il parle à ses partenaires en leur disant que c'est maintenant qu'on va voir si vous êtes des bons joueurs ou des vrais professionnels, parce que c'est pas dans les moments faciles qu'on parle et qu'on vit bien. C'est aussi dans les moments délicats sur le plan sportif. Donc à ce moment-là, ils ont enchaîné une 3e défaite de suite ou une 4e, je ne sais plus exactement. Costil, par moment, on l'a vu, il a été plutôt intéressant, notamment face à Nantes. J'ai vu qu'il a été décisif sur 2 interventions. Mais il a souvent été, emmené collectivement, parfois trop en difficulté parce que son équipe subissait tellement et que maintenant, en fait, il n'y avait pas qu'une intervention à faire dans un match, il avait peut-être une dizaine. Donc par moment, on le voyait être un peu plus friable, si je puis dire. Donc après, irrégularité toute cette saison, mais
un rôle de leader qu'il a endossé avec brio, et c'était important dans une équipe qui connaissait plutôt une saison délicate, tant sur le plan sportif que extra-sportif. Toi, Cyril, par rapport à la saison de Costil, tu l'as aussi vu irrégulier? Comment tu l'as vu en tant que gardien des Girondins? Alors moi déjà, je tiens à préciser qu'il a été meilleur sur cette année-là que sur l'année précédente. Ah, Ça, pour moi, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Alors sûrement que l'arrivée de Koscielny y est pour beaucoup. C'est son ami, on le sait, et leur complicité n'est plus à démontrer. Son rôle de leader, il a tenu jusqu'au bout et il a été important parce que le rôle de Brillant, de Costil, de Koscielny pour cette saison a été très très important. On a quand même vécu des événements, on en reparlera tout à l'heure, mais quand on joue un match comme contre Nîmes à domicile où le match est arrêté, c'est pas forcément simple à jouer. Il faut avoir des gars qui ont de la bouteille et il en fait partie. Après, sur ses prestations individuelles, moi je trouve qu'il a été à son niveau. C'est-à-dire qu'il n'a pas été exceptionnel dans le sens où il nous a pas fait des parades de fou, il n'a pas fait lever le stade. Par contre, il fait ce qu'il sait faire. Il est très bon sur les pénaltys. J'ai trouvé Costil à son niveau, souvent lâché aussi par la défense, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc c'est pas anodin quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas été Carasso, ça n'a pas été ramé, mais il a fait sa saison, il a fait une bonne saison quand même, je trouve. ouais. C'est ce qu'on peut considérer, c'est que dans une défense qui a été mis fortement à contribution dans cette saison, il avait souvent des situations où finalement l'angle pour l'attaquant était très ouvert. Par rapport à d'autres gardiens, tu évoquais Ramé et Carasso qui sont les deux derniers gardiens champions de France avec les Girondins. C'est même pas le même poste finalement dans une défense comme celle-ci en 2020 par rapport à la défense de 2009 quoi. Ah non, c'est pas du tout le même poste. Quand on voit Ramé qui était incapable de sortir, qui était dangereux dès qu'il sortait, c'est pas le même football non plus. C'est pas du tout Également. c'est pas du tout le même poste. C'est Costil est vraiment un gardien moderne. Et après voilà, moi, c'est vrai que c'est un gardien international. On a eu Ramé, on a eu Carasso. C'est vrai que il y avait des fois, nous, on a connu des matchs où il y avait un ou deux arrêts à faire dans le match. C'était souvent des actions extraordinaires de l'adversaire. Et puis, on avait un gardien qui faisait lever la foule, voilà, qui était là, qui faisait lever la foule parce que on avait la sensation qu'il nous sauvait. Et c'est vrai que cette année, malheureusement, Costil, il nous sauve peut-être sur 2-3 actions, mais comme il y en a une dizaine, ben, ça passe une ou deux fois. Et on n'a pas cette sensation-là de héros. Finalement, c'est peut-être sévère pour lui, mais... Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de matchs où Bordeaux menait et s'est fait rejoindre. Donc ça veut dire que c'est pas forcément la faute de Costil, mais il n'y a pas eu l'arrêt décisif qui fait que Costil te fait gagner des points. Ouais, puis c'est mental, parce que, encore une fois, c'est la défense, parce que quand tu joues avec des défenseurs qui perdent le ballon à 30-40 mètres de leur but, souvent en Ligue 1, ça pardonne pas. Donc même s'il va le faire une ou deux fois, il va faire des arrêts qui vont être décisifs, puisque pour le coup, il évite le but. Mais c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure à Lyon, au bout d'un moment, ça passe. Et finalement, lui reprocher en se disant un autre gardien aurait pu le sortir. C'est le réflexe qu'on a, nous, supporters, sur le moment. Mais à froid, on se dit que, mine de rien, ben, il aurait pu le sortir, mais il en a sorti 3 ou 4 avant. Donc, finalement, Costil a quand même un standing et pour moi, il a assuré son standing. Il n'a pas été au-dessus de ses perfs, mais il a été dans ce qu'il sait faire. Très bien. Eh bien, merci messieurs pour cette petite rétrospective de la saison passée. Maintenant, il est temps de se plonger dans la saison à venir. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, mon opposé Richard. Et quand on se plonge dans la saison 2020-21, on se rend compte que l'effectif gardien a peu bougé à Bordeaux. On a toujours en numéro 1 Benoît Costil, 33 ans, 1m87, français sous contrat jusqu'en 2022. Gaëtan Poussin, jeune espoir, 21 ans, 1m84, français,
en contrat jusqu'en 2023. Et Over Mandanda, frère 2, comme vous le savez, 22 ans, 1m79 ou 85. J'ai vu les deux sur Internet, tu pourras peut-être nous dire, Cyril, français, qui est sous contrat jusqu'en 2021. L'entraîneur des gardiens, c'est Paolo Grillo et le coach, c'est toujours du coup Paulo Sousa. Est-ce que tu sais pour la taille d'Over Mandanda? J'en ai aucune idée. Ouais, Honnêtement, je sais pas du tout. Puis comme Mais, cette année, il était prêté. oui, En il plus, était prêté du coup, il était prêté à Créteil, c'est ça? me Je semble. crois, ouais, prêté à Créteil, donc revenu en tant que numéro 3. Mais avant de se projeter dans la saison des gardiens, je pense qu'on est obligé d'évoquer le contexte bordelais, qui vaut une bonne série Netflix cet été, hein, avant d'aller voir, avant de vous plonger dans une série. Lisez la chronique bordelaise de cet été. Donc, si je résume, avant que tu t'exprimes, Cyril, pour nous donner des précisions, il y a un passage devant la DNCG qui a été retardé par des garanties bancaires que devaient donner King Street, les propriétaires. Il y a le conflit depuis presque 9 mois entre Longue Épée et les supporters, les ultramarines. On a le départ très récent d'Eduardo Macia et de plein d'autres dirigeants qui ont suivi son départ. Et on a également le départ ou non de Paulo Sousa qui devait intervenir, en tout cas durant le mois de juillet, mais qui a l'air d'être parti pour rester, sauf s'il est parti entre l'enregistrement de cette vidéo et la diffusion de cette vidéo. Cyril, par où commencer, si tu devrais résumer un petit peu cette série? Bon, en fait, on va commencer par le décommencement, c'est-à-dire que ce rachat a été fait par deux entités, GACP et King Street. King Street plaçant des hommes plus sur le côté administratif, laissant le sportif à GACP, donc à Dagrosa, Varela, Macia, qui ont ramené Souza. Seulement l'année dernière, ils se rendent compte que ce club-là est très très mal géré, qu'il y a des trous financiers. Donc King Street prend peur et décide de racheter les parts à GACP, donnant plus de responsabilité à Longue Épée, mais Longue Épée n'étant pas quelqu'un qui connaît le foot, se heurte directement à des problèmes. Le premier, c'est la billetterie. Donc c'est de là que part le conflit avec les ultras. Donc en refusant de vendre des places, enfin refusant, je me mets peut-être à la faute, mais il y a des gens qui n'ont pas pu acheter des places au virage sud, donc ça a été prouvé. Donc du coup, ça a créé plusieurs conflits, parce que ça a été répété. Derrière, il y a eu des employés qui se sont mis en arrêt suite à des pressions de la part de leur hiérarchie, donc qui sont allés voir les supporters, qui ont rapporté ça. Il y a eu des problèmes avec les partenariats, il y a eu les leaks au début du confinement. Il y a eu après RMC qui s'y est mis avec l'after, qui a fait 3 soirées de 3 fois 1 heure. Quand même, c'est pas rien chez l'after. Donc de faire 3 fois 1 heure juste sur les agissements du club. Suite à ça, il y a eu le logo, il y a eu nous les Girondins, il y a eu là maintenant, il y a eu donc Macia qui est parti, mais il y a Souza qui annonce vouloir partir début juillet, puis finalement il part pas. Il y a eu la DNCG, donc on a annoncé Bordeaux avec plusieurs dizaines de millions de trous. Finalement, King Street injecte 30 millions pour passer la DNCG, mais on ne sait pas si c'est de la dette, on ne sait pas si c'est de l'apport. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes dans ce club-là. Donc, tu as bien résumé. Voilà, et si on rajoute une petite dernière chose, il semblerait que si Souza parte, il serait soutenu par des joueurs qui souhaiteraient partir si jamais ça se passe, si jamais Souza, c'est compliqué. Le contexte est très très compliqué au Girondins de Bordeaux. On n'a jamais connu ça. C'est vraiment de l'inédit. Et c'est pour cela qu'il était important de le rappeler, parce que dans ce contexte où les Girondins, en tout cas,
implose, en tout cas au niveau administratif, ça touche le sportif avec en tout cas une annonce, j'ai lu ça chez RMC, BFM, de Costil qui souhaite partir, finalement qui a été démenti par ses proches très récemment. Au-delà de ces rumeurs qui vont forcément évoluer avec la réouverture du mercato le 9 août, on a un débat, c'est combien d'années Costil peut-il encore faire à Bordeaux? Thomas, par rapport au profil technique de Costil, combien d'années tu le vois encore faire? Peut-être pas beaucoup déjà, parce que si le projet de Bordeaux c'est plutôt misé sur des jeunes et que Costil, lui, il sent que le projet bordelais vacille, je pense qu'il ira de lui-même, il partira. Pour présenter un peu techniquement Costil, c'est un gardien qui dispose d'une bonne poussée, donc c'est-à-dire qu'il est très bon lorsqu'il faut plonger, notamment au sol. Il est très bien orienté souvent sur les placements. Et aussi, ce que j'ai aimé, et ce qu'on a aimé chez Main Opposée, c'est que sa faculté à travailler et son humilité, parce qu'il a appris de nouvelles techniques, notamment la sortie, ce qu'on appelle en croix, qu'on voit souvent chez Costil maintenant, qui peut-être des fois il y a Thomas avec le genou aussi au sol, et qu'il utilise parfois peut-être à outrance, hein, mais on sent qu'il a travaillé, parce qu'avec Paulo Grillo, ça c'est les Portugais qui attachent beaucoup d'importance à cette méthode, cette technique plutôt. Donc je pense que l'arrivée de Paulo Grillo l'a aidé dans ce sens-là. Après, par moment, il y a des problèmes dans ses prises de décision. C'est-à-dire quand il faut sortir, est-ce que je dois aller ou non? Et souvent, parfois, il est trop impulsif. Et donc, par moment, ça déjoue un peu. Et ça le fait, comment dire, parfois hésiter. Il y a notamment le deuxième but que subit le Bordeaux au Parc des Princes, où c'est un coup franc et il fait 2 pas en avant et il voit qu'il va pas voir le ballon, donc il s'arrête complètement. Donc quand t'es gardien, s'arrêter alors que tu as déjà engagé le mouvement, si je puis dire, c'est assez rédhibitoire. Et par moment aussi, il y avait parfois dans le match, une mauvaise lecture du jeu ou de trajectoire, notamment le deuxième but face à Dijon, donc c'est le match aller, il me semble. À Bordeaux, le match où Chouillard il fait une frappe enroulée et il fait bon, elle a pas cadré la balle avec les mains comme ça, bah en fait elle est en pleine lucarne la balle. Donc c'est un peu désolant moi, sur cette action-là. Mais après, de le jeu au pied aussi est plutôt correct, hein, franchement. Oui. Pour un gardien de Ligue 1, Très, très c'est bon. assez rare. C'est assez rare quand même, parce qu'en France, c'est vrai qu'on est souvent en retard là-dessus au niveau des gardiens pour jouer au pied. Donc ça, après, c'est un autre débat, mais c'est mon avis. Donc après, combien d'années peut-il encore faire, pardon. Très compliqué. En tout cas, c'est très court terme, hein. C'est pas moyen terme pour moi. Pour compléter, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je trouve peut-être qui lui manque maintenant, c'est les petits appuis. J'ai trouvé une certaine inertie quand il passe. Moins vif. Ouais, moins vif. Déjà au niveau des réflexes, je le trouve moins bon. Alors peut-être que ça n'a jamais été un gardien avec beaucoup de réflexes, hein. Ça, je le connais pas, je l'ai pas vu assez pour voir, mais je vois beaucoup de buts qu'il prend où il a du mal à passer d'une position à une autre, du premier au deuxième poteau, et comme tu l'as dit, dans le choix, dans le choix par moment, il reste un peu au milieu. Voire par exemple sur la gestion de ses angles, et c'est peut-être qu'il est encore en transition, hein, il peut encore évoluer de ce côté-là, il est presque trop sur son poteau. Oui. C'est ce que j'avais vu sur le but pris face à Memphis, face à Lyon, et l'entre-deux également face à Lyon, c'est le but de Dembélé. Donc certes, Dembélé, comme on l'avait dit, il a l'angle, mais en fait, Costil, il doit aller sur lui pour lui boucher l'angle, chose qui fait bien en plus la situation d'après où Dembélé envoie la balle sur la barre. Et c'est vrai qu'on sent que du côté tant des appuis que de la gestion de ses angles avec les déplacements, soit il est en transition, soit c'est quelque chose où il est en train de perdre un certain niveau. À l'inverse, chose qui ne perd pas tant que ça sur des fois des arrêts où il est toujours capable d'être, comme tu l'as dit tout à l'heure, Cyril, sérieux sur un match.
Donc c'est vrai que le profil de Costil est intéressant. Et intéressant parce que on voit peut-être une évolution, mais est-ce que l'an prochain, ça sera peut-être encore mieux que cette année? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Cyril? Moi, je pense que Costil, il a quand même progressé par rapport à la saison, sa première saison au Girondin de Bordeaux. Moi, j'ai l'image de la première saison où sur coup de pied arrêté, sur ses sorties aériennes, c'était très, très difficile. Là, cette année, il s'est réglé avec sa défense. Après, c'est vrai que sur tout ce qui est vivacité, sur tout ce qui est réflexe, il est peut-être un poil vieux, peut-être. Je sais pas si là, je joue là-dessus ou pas, mais il est quand même sécurisant. Moi, son jeu au pied, je le trouve peut-être, pour les gardiens français, c'est peut-être un des meilleurs. Parce que ça soit jeu court, jeu ou jeu long, il est vraiment très très bon. Il est très très juste dans ses relances. Après, c'est l'effectif qui ne suit pas derrière. Mais techniquement, il est vraiment très très bon, hein. Et puis pour ajouter sur le jeu au pied, parfois l'axe de progression qu'il a à faire au pied, par exemple, c'est prendre la bonne décision. Des fois, ne pas forcer le jeu court, etc. Quand il faut peut-être allonger mi-long, etc. Parce qu'il faut qu'il soit conscient aussi que des joueurs comme Pablo ou Kouateng, c'est plus compliqué avec les pieds, quoi. Après c'est la volonté du coach aussi. À un Oui, moment donné, il suit les consignes aussi du coach. oui, mais par moment, quand tu es gardien et que tu dois préserver un résultat, vaut peut-être mieux, on va dire, renier, on va dire, les consignes du coach pour une action plutôt qu'éviter un but, parce que le but du gardien, c'est pas prendre de but, hein. Et en plus, moi, actuellement, avec Bordeaux, la situation, des fois, était compliquée. Quand, des fois, les résultats sont pas très bons, c'est quand même bien se rassurer. Mais c'est juste la prise de décision, hein. Trop bon, techniquement, est très bon pour les gardiens français. Il joue très très haut. Oui. Quand on attaque, Costil fait partie des gardiens à jouer très très haut. Il est souvent hors de sa surface de réparation. Il a vraiment une position. D'ailleurs, c'était il y a 2 ans le but contre Lyon où Oui, de Fekir marque Fekir. de 50 mètres. Oui. Ça montre un petit peu son positionnement. Il joue vraiment comme un libéro, hein. Oui, puis il a déjà dit des fois quand il y avait eu Canal+ avait sorti un documentaire sur les gardiens de but et lui qui avait dit qu'il adorait être joué et même qu'il rêverait un jour de pouvoir marquer un but en étant gardien, quoi. Mais il a toujours dit que avant d'être gardien c'était un joueur aussi. Il aimait bien participer aux séances collectives euh, lors des oppositions avec ses coéquipiers. Et justement, une fois qu'on a évoqué ce profil technique, Cyril, toi, tu le vois encore faire combien d'années à Bordeaux? Moi, honnêtement, je le vois pas longtemps. Déjà, tout simplement parce que je pense que la situation du club a tendance à l'agacer. Et puis derrière, il y a quand même le petit poussin qui est pas loin de la maturité, vraiment. Là, lui, pour le coup, il est très vif, il est très très bon sur sa ligne, il a le bon jeu au pied. Alors, il a été champion de France U19 quand les Girondins l'ont été, donc je me rappelle plus trop. Si c'était il y a 3. Il me semble que c'était il y a 3 ans. On ne veut pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était il y a 3 ans. Il y avait Jules Koundé encore dedans. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. Il me semble que c'était il y a 3 ans. Il a fait des bons matchs en coupe. Donc, hormis Pau où on est éliminé, mais après on va dire que Pau il a été abandonné par sa défense puisque finalement il se fait se fait mitrailler sur des pertes de balles dans nos 40 mètres où les mecs arrivent finalement tout frais face à lui en 1 contre 1. Donc finalement il pouvait pas faire grand chose. Mais moi je pense qu'il est pas loin d'être à la maturité. Cette année, j'aurais misé peut-être sur un Bernardoni, mais qui a, lui, souhaité partir pour. Donc, à Bordeaux, il y avait des solutions. Costil en est une excellente. Euh, je pense que la philosophie du club va faire que s'il reste cette année, je pense que l'année prochaine, il partira. Et qu'on s'orientera sur un poussin numéro 1. Et moi, ce que je vois, c'est peut-être un numéro 2 qui serait très expérimenté, qui accepterait de faire un petit peu le mentor et qui accepterait de remplacer si jamais ça ne va pas. Mais Alors, d'abord, enfin, en tout cas, sur le numéro 2, il faut quand même qu'il soit en capacité de jouer. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit quand même un bon numéro 2 au cas où il arrive un pépin à Poussin.
Oui, c'est ça, c'est un bis. Alors, je sais que C'est Yoann ça. Pelé le faisait à Marseille, mais moi, c'est plus dans ce style-là. Un Mm. Butel à Angers, un Pelé, avoir un gardien qui arrive à la fin de sa carrière, qui accepterait d'être le mentor, mais qui est en capacité de tenir les cages d'un club de Ligue 1. Mm. En Pour ce, effet, donc. pour ce Ouais, vas-y. profil-là, tu peux penser à Gertner qui est à Amiens, donc qui va jouer en Ligue 2, qui a prolongé récemment. Donc je pense qu'il va peut-être faire une saison en Ligue 2 et si jamais Amiens remonte, bah, il restera à Amiens. Mais si Amiens ne remonte pas, peut-être qu'à même rejouer en Ligue 2, en Ligue 1 en tant que numéro 2, ça pourrait l'intéresser. Après, tout dépend du projet bordelais aussi. Est-ce que ils voudront garder Poussin de numéro 1 si Costil part ou ils iront chercher un autre gardien, Après, sachant que... sur Oui, vas-y. Bordeaux, il y a quand même un mélange de soit très jeune, soit très vieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas de joueurs intermédiaires. On a très très peu de joueurs entre 26 et 30 ans. On a beaucoup de jeunes qui ont moins de 22, 23 ans. Et après, on a des plus de 30 ans comme Mexer, comme Koscielny, comme Costil, comme Briand. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont beaucoup d'expérience et des très jeunes. Mais il n'y a pas forcément énormément d'intermédiaires. Donc, partir sur ce principe-là de faire de la formation, de la post-formation à ce niveau-là, puisque lui donner sa chance et derrière avoir une solution de secours avec un gardien qui serait très expérimenté, c'est quelque chose qui est plausible. Très bien. Eh ben, en tout cas, on a trouvé les alternatives à Benoît Costil. Mais si on se plonge dans la saison 2020 de 2021, une question se pose suite à la saison avec le 3-4-3 qui s'est transformé finalement en 4-2-3-1 ou en 4-4-2. Quelle défense tu vois pour les Girondins pour la saison qui arrive? Et on va repartir sur notre système à 4 mais il faudra absolument recruter un 6. Le vrai problème, il est là. C'est-à-dire qu'on jouait à 3 derrière parce qu'on avait un vrai problème juste devant la défense. Dans cette zone-là, si on repasse à 4 derrière et qu'on joue donc avec Koscielny et Pablo, donc ça sera pas très très rapide. Si jamais on n'a pas un 6 qui est puissant, qui a de la vivacité, on risque d'être en difficulté. Donc on a Koscielny, Pablo. À gauche, tu mettrais par exemple Mecher. Non, à gauche, non, pas Ouais. latéral gauche. Latéral gauche, ça serait Benito. 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 Et à droite, ça serait Sabali ou Quateng. Voilà. D'accord. Ça serait ça. Donc une défense à 4, mais tu évoques la sentinelle qui est le chantier le plus important. Actuellement, vous avez qui en sentinelle? Dans la Thomas Basic, qui est plus un relayeur. Et puis après, en sentinelle, en fait, on n'en a pas, quoi. On a vendu Chouameni. Aïd Benasser est un joueur en prêt qui n'a jamais réussi à s'imposer, donc il est reparti. On a vraiment des problèmes à ce poste-là. Il y en a vraiment un manque. Et pourtant, on a 50 joueurs sous contrat. Après, on a des jeunes. On a le petit Lotin. On a signé un autre Delorier, il me semble qu'il s'appelle. Mais on ne va pas pouvoir lancer des joueurs qui ont une année de National 3. On ne pourra pas les lancer comme ça sur une saison de Ligue 1. C'est pas possible. D'accord. On a essayé l'année dernière sur Lotin. On a essayé contre Angers. Angers, nos deux relayeurs, c'était Lotin, Chouameni. On a pris l'eau, mais ça a été terrible. Ah ouais, en entrée de saison. Très bien. Eh ben, merci pour cette défense. Maintenant, on va passer au concept de la main ferme. Le principe est simple, Cyril et Thomas. Vous aurez 30 secondes pour nous évoquer à quelle place vous voyez les Girondins de Bordeaux l'année prochaine, en tout cas la saison qui vient, mais également de nous dire quelle saison va faire Benoît Costil cette année. On commence par toi, Cyril. Sur Costil, la saison à venir, donc moi je l'imagine capitaine, donc très très fort dans le leadership. J'espère vraiment qu'il arrivera à nous tirer vraiment des points, à nous faire gagner des points par ses parades et ses prestations, à ce qu'il arrive à tirer les jeunes vers le haut parce qu'il aura un rôle vraiment important à jouer là-dessus.
Il y aura beaucoup de jeunes et notamment des jeunes expérimentés à lancer dans l'année. Et donc, du coup, il faudra vraiment que nos leaders répondent présents. Très bien, merci pour cette main ferme. À ton tour, Thomas. Alors moi à Bordeaux, je les vois terminer à la 15e place et Costil va essayer de surnager dans une équipe en difficulté où les affaires extrasportives vont miner les affaires sportives sur le rectangle vert. Et Costil va essayer de surnager dans son rôle de leader dans une équipe en perdition. Très bien. Merci pour cette main ferme, messieurs. C'était l'épisode du Club par Club de Ligue 1 de Radio Mans Opposé consacré aux Girondins. N'hésitez pas à réagir si vous avez un autre point de vue que nous sur la saison à venir et à aimer l'épisode s'il vous a plu. Pensez également à écouter les épisodes précédents et à suivre la sortie des suivants dans les prochains jours en vous abonnant à la chaîne. Merci de nous avoir suivis et en attendant, nous vous souhaitons d'aller la chercher Mans Opposé. Salut, salut! Au revoir.